Le département du Gard est un écomusée naturel. Disposé en amphithéâtre, il descend doucement des Cévennes vers la mer, après avoir traversé la Garrigue. Chaque niveau du département est spécifique et abrite d'innombrables trésors naturels qui font l'objet de balades. Dans ce cadre sans cesse renouvelé, nous avons retenu pour vous le chemin de Régordane, de l'Auvergne au Languedoc. Identifié sous le numéro GR 700, le chemin que le poète provençal Frédéric Mistral appelait Camine Régourdan permet de relier le Puy-en-Velay à Saint-Gilles, où il rejoint la route qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle. Son parcours long de 242 km traverse les départements de la Haute-Loire, la Lozère et le Gard. C'est dans ce dernier département qu'il connaît la distance la plus longue en s'étalant sur 141 km, en passant par Génolac, Portes, Alès, Vézénobre, La Calmette, Nîmes, Générac et enfin Saint-Gilles, dont le port ouvre sur la mer et où on s'embarque pour l'Orient. Le chemin de Régordane a été successivement emprunté par des attelages charriant des marchandises aussi nombreuses que variées, ainsi que par d'innombrables et infatigables pèlerins. Cet itinéraire, d'abord, c'est la géologie qui l'a installé. L'itinéraire emprunte la grande faille de Villefort à travers le Massif central pour mettre en relation Saint-Gilles au Pays Velave et puis à l'île de France. Cet itinéraire est devenu plus tard le chemin des Gabales, la tribu gauloise des Arvernes. Et puis on dit aussi que César emprunta cet itinéraire pour tomber dans le dos des tribus gauloises qui remuaient un petit peu trop dans le côté de Gergovie. La notoriété de cet itinéraire repose sur deux thèmes. Le premier, c'est un chemin de pèlerinage, un des troisièmes de la chrétienté, après Rome et Compostelle. Chemin de pèlerinage vers le tombeau de Saint-Gilles, mais pèlerinage aussi vers la Vierge Noire du Puy. Donc ce chemin a porté la quête de milliers de pèlerins et une intense circulation se déroulait sur cet itinéraire. Puis ensuite, cet itinéraire a servi de thème aussi à une chanson de geste, une des plus anciennes chansons de geste du XIIe, la chanson de Guillaume d'Orange. C'est le charroi de Nîmes, quand Guillaume d'Orange va délivrer Nîmes, occupé par les Sarrasins. Au Moyen-Âge, l'itinéraire le plus à l'est du royaume a connu une période dorée lors de l'évolution des grandes villes à laquelle les foires du Sud n'étaient pas étrangères. Chaussées pavées et construction d'ouvrages ont répondu à un trafic croissant. Droit de passage dont il fallait s'acquitter aux nombreux postes changeurs de monnaie qui jalonnaient son parcours. Dans le haut Moyen-Âge, quand la Régordane est la voie la plus orientale du royaume de France, quand la vallée du Rhône appartient à l'Empire. Donc à ce moment-là, il y a une intense activité. Cet itinéraire est aussi l'itinéraire des bénédictins, et les bénédictins ont joué un rôle économique très important. Donc nous nous trouvons devant l'église de Concoul, qui était un relais bénédictin. C'est les moines de la Chaise-Dieu, et les caravanes allaient vers le midi et remontaient. Il y avait un échange de marchandises sur tout l'itinéraire. On suivit des moments plus sombres expliqués par la paupérisation du territoire avec les maladies, la peste notamment, les modifications de frontières, les guerres, l'évolution d'un climat devenu subitement plus humide, sans omettre la conséquence liée au manque d'entretien des voies. Et puis quand la voie par la vallée du Rhône s'ouvre, le chemin de Régordane, petit à petit, perd de son importance. Et nous rentrons dans la nuit de la Régordane. Alors la Régordane n'est plus utilisée que par les muletiers, il est plus possible d'y circuler par charroi. Et il faut attendre 1688, Colbert, l'économiste, très intéressé pour stimuler le commerce du Puy-en-Velay et des villages un peu et des villes isolées. Donc confie une mission à un inspecteur des eaux et forêts, Louis de Froidour, pour faire un inventaire de ce qu'il faut faire sur la Régordane pour lui redonner toute son importance. De multiples actions ont eu et ont encore pour effet d'améliorer les conditions de circulation sur le GR 700 qui se livre sans réserve aux promeneurs, randonneurs, pèlerins et cavaliers occasionnels. Au carrefour de la passion et de la raison, si le Conseil général du Gard se veut être un acteur indispensable
Des partenariats sont entretenus avec les forces vives locales, notamment le comité départemental de la randonnée pédestre et l'ensemble des associations liées au chemin. Il s'agit d'impliquer les acteurs associatifs, l'association Régordane, comme la Fédération française de randonnée pédestre, et institutionnels, comme le comité départemental du tourisme, dans une démarche où le département, qui est pilote en matière de randonnée, s'appuie réellement sur ce réseau de partenaires afin de leur permettre d'être impliqués et garantir une implication. C'est aussi une démarche qui est mise en place à l'échelle des territoires avec les comités de communes ou les syndicats mixtes de gestion d'espaces naturels sensibles pour pouvoir réellement permettre aussi une garantie d'implication et une bonne prise en compte de la question randonnée sur l'ensemble de ces territoires-là. C'est comme ça qu'on retrouve sur le territoire de l'agglomération de Nîmes, par exemple, une prise en compte de la Régordane par la mise en place d'une signalétique conforme à la charte départementale, mise en œuvre donc par l'agglomération de Nîmes, et comme on retrouvera progressivement sur l'ensemble de la Régordane, des poteaux directionnels aussi, qu'on retrouvera au niveau du château de Porte, sur Vézenobre aussi, qui seront mis en place progressivement à l'échelle des territoires. Donc toute cette démarche-là entre le partenariat avec les associations et le partenariat avec les institutions, et tout ça dans une politique pilotée par le département. Actuellement, là, nous nous trouvons sur un chemin qui a été totalement ouvert, parce qu'à l'époque où nous avons découvert ce chemin, il était enfriché, il y avait des vieux arbres, il y avait des ronces. Tous les travaux, effectivement, ont été aussi réalisés par le Conseil général. Et nous, maintenant, nous allons le baliser et l'entretenir pour pouvoir faire passer tous les pèlerins dessus. Après avoir obtenu toutes les autorisations, qu'ils soient automatiquement publiques ou du privé, notre rôle, effectivement, c'est de poser les balises qui doivent être, bien sûr, dans le respect de la charte de balisage que nous avons dans la fédération. Nous avons aussi un entretien, qui est un entretien minime, qui, par la suite, si toutefois nous avons des gros travaux, nous faudra intervenir avec l'aide du Conseil général des entreprises pour nous aider. Effectivement, le balisage du comité départemental, c'est aussi quand même 1200 km de GR, c'est aussi 700 km de GRP, c'est aussi 400 km de PR, sans oublier aussi que notre part, en ce qui concerne le chemin de la Régordane, le GR700, nous avons 141 km à baliser. Bien sûr, tous nos sentiers sont dans le plan départemental, tout ça, bien sûr, est suivi par le Conseil général, et tout ça aussi est encadré par une salariée du comité départemental qui est Aurélie Launay, qui elle s'occupe de tout ce qui est au numéro des chemins du PDIPR. À droite, on n'a pas le droit de repasser sur cette faille parce que c'est une propriété privée, donc il faut aller en face. Et là, on vient de s'apercevoir que pour indiquer bien le chemin, il nous faudrait mettre une balise sur le support, sur l'arbre qui est en face, pour indiquer vraiment aux randonneurs de ne pas passer dans la propriété privée. Donc c'est ce que nous allons exécuter. Ici, on a repéré un support qui était très visible pour le randonneur. Il faut donc le préparer, le nettoyer, l'éclaircir, de façon à ce que la visibilité soit au maximum pour le randonneur. On racle le support sans trop abîmer l'arbre. On prend un pochoir qui a aussi une taille réglementaire. Il faut toujours que les signes soient droits, de niveau. On n'épouse pas l'arbre, c'est-à-dire que si l'arbre penche, on ne va pas faire le visuel penché. Il faut toujours qu'il soit parallèle à notre champ de vision. Donc le blanc est toujours situé en haut, chose qui est très très importante. On a presque fini le visuel. Ceci est un premier tracé. Généralement, quand l'on a fait ce tracé, il faut repasser une semaine après, parce que le support étant frais, absorbe une partie de la peinture, et notamment le blanc. Suite à la mise en place donc, de cette démarche de partenariat qui est engagée au niveau de la conception de l'itinéraire, nous avons pu voir l'application de l'association de la Régordane par exemple sur la partie patrimoniale, l'implication de la Fédération française de randonnée pédestre par son comité départemental quand il s'agit de la conception du GR, donc label de la fédération. On en arrive en troisième lieu à la question des travaux et de la mise en œuvre des aménagements réalisés donc par le Conseil général dans le cadre du plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée, auquel est inscrit le GR700 de la Régordane depuis la fin de l'année 2007. Et nous avons un exemple que j'ai derrière moi d'un aménagement qui a pu être réalisé dans ce cadre-là,
donc un emmarchement en bois et en marche en bois. Alors il faut savoir rapidement que nous avons des critères techniques en termes de qualité, étant donné que nous demandons l'utilisation que de matériaux durables, entre guillemets, qui sont des matériaux, là en l'occurrence traités pour pouvoir être imputrescibles, mais sans utilisation de matériaux qui seraient néfastes pour l'environnement. Nous sommes très proches d'un ruisseau, il ne faudrait pas qu'il y ait de dégradation éventuellement de l'environnement. C'est très important quand même de bien remettre dans son contexte les actions qui sont réalisées au titre de la randonnée, s'inscrivent dans une politique globale en faveur des espaces naturels, et donc la question environnementale est très importante. L'objectif étant toujours de bien étudier en amont une solution des plus durables, c'est-à-dire d'éviter éventuellement des équipements trop lourds qui seraient néfastes pour la qualité des espaces naturels concernés, et de trouver une solution adaptée et sécurisée. Et l'objectif est donc de permettre le passage des randonneurs. Une fois tracé et balisé, le parcours du GR 700 est présenté dans un topo-guide coédité par le comité départemental du tourisme en lien avec la Fédération française de la randonnée pédestre et son comité départemental, sans omettre les associations partenaires. Une parution qui couronne plusieurs mois d'un travail acharné et fédérateur. Donc la conception de ce topo-guide a été un travail qui a mis ensemble toutes les institutions. Ça a été aussi bien l'association Régordane qui nous a aidés dans le cadre de la photothèque et des renseignements historiques. Ça a été aussi tout un tas d'historiens, que ce soit sur Alès, sur Nîmes ou sur Saint-Gilles, mais aussi des scientifiques, notamment qui ont travaillé sur la partie géologique de ce trajet. Concernant donc maintenant la conception elle-même, c'est un nouveau tracé que l'on a fait qui a été très proche du tracé historique. D'ailleurs, entre parenthèses, de Portes jusqu'à Génolac, nous suivons le tracé historique à quelques mètres près. Mais ça a demandé quand même, dans bien d'autres endroits, énormément de recherches, aussi bien cadastrales qu'au point de vue autorisation privée ou divers organismes. Tout ce tracé a pu être fait grâce au comité départemental de la randonnée pédestre qui a apporté un soutien très important appuyé par le Conseil général. Ce travail a été aussi fait en collaboration avec le Conseil général de la Lozère, le Conseil général de la Haute-Loire, et donc il a fallu regrouper tous ces articles et en faire un bouquin qui se tienne, qui soit très cohérent pour une Régordane qui est finalement un point de départ de beaucoup d'autres randonnées. Pour le département, la mise en place, et pour les agents du comité départemental du tourisme, la mise en place d'un itinéraire comme la Régordane, le GR 700, demande forcément une grosse implication professionnelle, mais forcément rien ne peut être fait sans l'implication et la rigueur qui est apportée par le milieu associatif, qui je le rappelle est quand même constitué de bénévoles, et que tout ça se fait, quoi qu'il en soit, dans un cadre très convivial, et c'est la garantie de réussite de la mise en œuvre de ce type d'équipement.